Madame, Monsieur, bonjour. France 3 Nouvelle-Aquitaine et 7 radios de France Bleu en Nouvelle-Aquitaine s'associent afin de vous présenter cette édition spéciale. Le grand débat en Nouvelle-Aquitaine, état des lieux. Quel est le sens de cette consultation? Que restera-t-il de ces propositions? Les réponses avec nos invités, Yves. Et pour dresser cet état des lieux du grand débat en Nouvelle-Aquitaine, 4 invités. Tout d'abord, Céline Listraux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Rose Up qui aide les femmes touchées par un cancer. Vous avez fondé le magazine Rose, distribué partout en France. Et vous êtes également à l'origine des Maisons Roses. La première a ouvert il y a 3 ans maintenant à Bordeaux, qui accueille les femmes touchées par la maladie. Charles Daillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Mont-de-Marsan, également président de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Jean-Yves Lalanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes, le maire de Billère, dans le Béarn. On précise que vous avez quitté le Parti Socialiste il y a 1 an avec l'espoir, on va dire, d'un rassemblement de toute la gauche. On en reparlera. Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des Gilets jaunes en Dordogne. Vous êtes informaticien indépendant et auto-entrepreneur à Périgueux. Madame, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, cette invitation pour cette émission spéciale. Alors, premier thème, tout d'abord, pourquoi ce grand débat? Céline Listraux, vous avez d'ailleurs organisé la semaine dernière dans votre Maison Rose à Bordeaux un débat, un grand débat. Pourquoi est-ce que c'est important d'organiser un débat, selon vous, et quel doit être le rôle d'une association comme la vôtre? Alors, moi, je pense que le grand débat, il répond à une urgence démocratique. Les citoyens français et européens en général sont de plus en plus en demande de démocratie participative et on s'est retrouvé au début de ce quinquennat avec une super 5e République, avec un président omnipotent, une majorité à l'Assemblée nationale dont on ne peut pas dire qu'elle était très indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Et finalement, les Français, ils en ont assez d'être des intermittents de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on est en démocratie pendant tous les 5 ans, pendant la grande messe présidentielle. Et puis après, finalement, les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Et d'ailleurs, c'est très malsain parce que toutes les autres élections se retrouvent entachées de cette, on va dire, cette réplique de l'élection présidentielle. Cette nécessité d'écoute, Stéphane Lambert, vous qui êtes gilet jaune, vous pensez que le grand débat aujourd'hui y répond ? Très moyennement. En fait, il y a 2 grands débats. Il y a celui qui est organisé par l'institution, notamment les 3 rencontres avec les maires de France, où nous n'avons absolument pas été conviés. Et il y a l'autre grand débat organisé par la population, qui est un petit peu anarchique. On ne comprend pas très bien comment ça se passe, ni comment ça va se faire. Enfin, tout reste à démontrer, en fait. Vous, par exemple, en Dordogne, puisque vous êtes sur ce territoire, du côté Oui, de Périgueux tout à notamment, fait. vous avez pu assister à des débats. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche? Alors, le mouvement Gilets jaunes est très diffus, hein. Il y a beaucoup de tendances différentes. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont radicalisées, qui ne veulent plus participer et répondre à l'institution, qui militent pour la chaise vide et qui veulent tout simplement tout changer. Est-ce que ça, vous êtes en mesure de donner un pourcentage? C'est un gros pourcentage des Gilets jaunes ou est-ce que c'est à la marge? Il y a de la colère et des gens qui, à force de se faire insulter, de se faire rejeter, n'ont plus envie de discuter. Malheureusement, la gestion de la crise du phénomène a provoqué ce phénomène-là. Il y en a d'autres aussi qui sont dans une phase plus intellectuelle, plus créative, qui passent par des opérations individuelles, par des organisations de conférences, de structuration. Donc on voit les deux qui sont côte à côte. Mais le fait d'avoir des groupements de gilets jaunes qui ensemble font des grands débats pour proposer des points de revendication est encore c'est encore assez parsemé, en tout cas chez nous en Dordogne. Charles Daillot, sur Mont-de-Marsan, comment ça se passe? Vous organisez, vous, maire, président d'agglomération, vous organisez le grand débat chez vous? Alors, le grand débat, oui, mais le débat au quotidien, il me semble que c'est tous les jours, en fait. Donc, on a ce... Tous les maires ont tendance à un peu dire ça. Ouais, mais enfin, apparemment, ça ne suffit pas si on, bien sûr, on entend les gilets certainement, jaunes. mais enfin, on est des élus de proximité, des élus de terrain, donc c'est tous les jours et dans beaucoup de projets, avant de lancer tel ou tel projet ou dépenses publiques, on essaye d'associer au maximum la population. En ce qui concerne l'actualité et le débat national, je pense que ce serait une erreur de ne pas y participer. Donc oui, au niveau de mon territoire, le Mont-de-Marsan agglomération, on y participe. Chaque maire, il y a 18 communes, peut y participer librement en fonction de la demande de ses habitants. Et après, on a essayé de structurer quelque chose. Il y a 4 thématiques. On va faire 3-4 réunions à thème avec un animateur neutre pour justement collecter. Je crois qu'il faut prendre part à ce débat, mais le structurer, bien évidemment. Il faut qu'à la suite de ce débat, des idées soient retenues et qu'il y ait des actions derrière. Il ne faut pas simplement que ce soit un débat pour débattre. Jean-Yves Lalanne, vous êtes maire également, donc maire de Billère.
vous ne partagez peut-être pas le même avis que le maire de Mont-de-Marsan, Richard Daillot. Vous n'avez pas souhaité vous impliquer dans l'organisation des débats. Pourquoi ? Les débats, il y en a tout le temps. Par contre, ce débat-là, le grand débat, je pense qu'il faut le contextualiser. Il est apparu dans un contexte particulier, c'est-à-dire en plein mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'à l'évidence, il y a une volonté de diversion du gouvernement, d'instrumentalisation aussi de l'appareil d'État. On utilise les préfets et on veut essayer d'utiliser les maires qui, pour moi, ne sont pas des supplétifs du gouvernement. Et donc, il y a une volonté d'utiliser, je pense, et c'est souligné par beaucoup de personnes, beaucoup de commentateurs, gagner du temps, faire diversion, laisser pourrir le mouvement des Gilets jaunes, mais dans un mois et demi ou dans un mois, il faudra répondre aux questions. Vous estimez que c'est plutôt de la manipulation, de la communication ? Non, alors moi je ne cautionne pas, je n'organise pas de débat dans ma ville. Bien sûr, je mets à disposition une salle gratuite et chauffée si le préfet ou le sous-préfet ou un député veut organiser un débat. Qui que ce soit peut organiser un débat. Le problème, c'est que le maire et les représentants des collectivités locales n'ont pas à s'intégrer dans une telle démarche qui est assez politicienne. Cela semble être plutôt une pré-campagne électorale avant les européennes ou une post-campagne électorale après les présidentielles. Et donc, les revendications ou les problèmes sociaux sont identifiés dans ce pays. Même le président sait ce qui se passe. Le gouvernement doit simplement choisir. Et de ce point de vue, dans un mois et demi, je le répète, il faudra qu'il réponde aux questions très claires sur les salaires et sur les retraites. Charles Daillot, vous vous sentez, vous, supplétif du gouvernement, comme le dit Jean-Yves Lalanne ? Bon, j'entends ce qui est dit, mais l'idée, c'est bien entendu c'est d'être facilitateur et organisateur du débat. Je prends un exemple sur notre collectivité. Nous allons mettre à disposition une salle, nous allons demander à un animateur professionnel et neutre d'organiser le débat, parce qu'il faut que ce soit un temps soit peu organisé. Je prends un exemple de réunion qui ont pu se produire, où on a un paperboard, chacun y va de son post-it, on met ça dans une enveloppe, on envoie ça au gouvernement. C'est pas comme ça, il faut juste structurer un petit peu les choses. Là où on peut peut-être se rejoindre, en effet, il ne faut pas que ce soit simplement un miroir aux alouettes, il faut qu'il y ait derrière des choses dont on tienne compte et des actions concrètes. Mais ne pas participer au débat. Participer au débat, ça ne veut pas dire cautionner telle ou telle chose, ça veut dire simplement faciliter l'accès à la population, aux administrés. Certains veulent débattre, allons-y. Et je crois que c'est notre rôle. Depuis le 17 novembre dernier, en tout cas, les week-ends sont rythmés par les manifestations du samedi des Gilets jaunes. Beaucoup de perturbations pour les commerçants, notamment à Bordeaux. Des violences récurrentes également. Les manifestants dont le nombre global n'est finalement plus très important, sont-ils, selon vous, encore représentatifs, Stéphane Lambert ? Il y a un soutien massif dans la population. Après, il est évident qu'on ne peut pas, durant 3 mois, s'émerger uniquement dans les ondes négatives, s'embêter les uns les autres, se contraindre. Il faut que le mouvement s'ancre et se structure, ce qui est en train d'arriver. Il faut aussi qu'on retrouve un côté festif qu'on a un petit peu oublié. Mais il est très difficile de parler à une personne de notre entourage sans voir un très grand soutien, parce que la demande de plus de démocratie, le besoin de voir des moyens de vivre dignement, en fait, sont très très présents chez nos concitoyens. C'est vraiment très implanté dans la problématique est ancienne et on a mis longtemps à en arriver là, mais elle ne disparaîtra pas facilement. Mais vous dites, Stéphane Lambert, que le mouvement est très divers. Oui, bien sûr. Vous le disiez tout à l'heure. À un moment, est-ce qu'il ne faut pas avoir une plateforme commune et relier tout ce monde-là ? À partir du moment où on cherche à échapper à un système où il y aurait forcément des leaders ou des gens qui décident pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué, si vous voulez. On a aussi beaucoup de personnes qui sont des caractères un petit peu forts ou extrêmement révoltés ou en difficulté. Les faire travailler ensemble, c'est pas forcément évident non plus. Mais il faut savoir les entendre et on peut comprendre la révolte de certains et on peut comprendre aussi le fait que d'autres soient en attente pour voir ce qui va se passer. Mais vu la gestion de la crise, je ne suis pas certain qu'on va en sortir facilement. Ça risque de durer et de s'ancrer durablement. Céline Lissraoux, vous êtes au contact de la population à travers votre association notamment. Est-ce que vous aviez senti venir ce mouvement ? Et ensuite, ce mouvement Gilets jaunes est-il en train de s'effacer derrière ce grand débat national ? Alors tout d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec mon voisin. Moi, je ne pense pas que le grand débat, ça soit une tentative politicienne. C'est une tentative politique. Politique au sens premier du mot politique, la vie ensemble. Et
Et c'est vrai que les associations, on est au plus près du terrain, on est humble, donc auprès de la terre. Et j'ai tendance à dire qu'on est même la cellule souche de la démocratie. Souvent, dans les associations, c'est le seul endroit où les gens de tout âge, de tout niveau social, se retrouvent autour d'une passion commune. Et effectivement, la négociation dans les associations, c'est l'arme numéro 1 de gestion des associations. On n'est pas d'accord, on s'engueule, on discute, et c'est comme ça que ça avance. En fait, le grand débat dans les associations, ça dure depuis toujours. Et effectivement, à Rose, on a commencé à avoir des tas de questions autour de l'accès à la santé, autour de l'accès aux hôpitaux, autour de l'accès aux services publics. Et d'ailleurs, on a organisé la semaine dernière dans notre Maison Rose un grand débat qui était autour des thématiques de santé et de citoyenneté sanitaire. Il y a eu beaucoup de Bordelais qui sont venus, pas que des gens qui étaient intéressés par le cancer, mais des Bordelais qui étaient intéressés par ces problèmes de citoyenneté sanitaire. Et on a eu plein de propositions très créatives. Et puis on va revenir dans quelques instants sur ces propositions, parce que c'est ça aussi, il faut être concret. Simplement, messieurs, vous, ce mouvement Gilets jaunes, vous êtes élus, est-ce que vous l'aviez senti venir? Et aujourd'hui, est-ce que les choses vous échappent? En tout cas, en tant qu'élu, moi je le comprends parce qu'il y a des racines sociales à ce mouvement. Il y a la taxe punitive qui a mis un peu le feu aux poudres. Avant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait d'autres mouvements sociaux. Mais c'est les questions de vie quotidienne qui sont posées, les questions de pouvoir d'achat, de niveau de salaire, de niveau de retraite, de logement. On avait vu la suppression de la baisse de la taxe d'habitation, de l'APL, pardon. 5 €, ça peut paraître dérisoire. Mais ce n'est pas dérisoire. Mais justement, Charles Daillot, ces questions... Ce mouvement-là, il a des racines profondes. Démocratiques aussi. Oui, sur les questions démocratiques aussi. Madame a parlé effectivement du présidentialisme très fort, une forme de mépris, mais qui ne peut pas être effacée par une forme de paternalisme dans un débat où on se met en scène. Donc, ces questions-là, les questions sociales, elles sont d'ailleurs dans des cahiers de revendications. Moi, ce que j'ai vu... ça avait circulé sur Internet, il y avait une quarantaine de revendications des Gilets jaunes. Nous, dans la région, en Béarn et dans la région paloise, les Gilets jaunes ont proposé 64. Bon, c'est peut-être de la communication, mais 64 pour bien mémoriser, 64 revendications. Et ce sont des revendications récurrentes autour des questions d'emploi, de salaire. On va les détailler, ces revendications. Charles Daillot, simplement, vous êtes au contact de la population tous les jours. On a entendu les questions qui se posent sur le pouvoir d'achat, le chômage, l'activité économique. Et tout d'un coup, il y a un mouvement qui apparaît et qui impose en fait au pays un débat et une nécessité de prendre le dossier en charge. Ça vous avait échappé, vous, élus de terrain? Échappé, non, parce que les premières... Je crois que le mouvement a un peu évolué, et puis je pense que parfois certains ne se souviennent plus de la première contestation. Je rappelle qu'au départ, c'est ce qui a la goutte qui fait un peu déborder le vase, des annonces peut-être d'un calendrier inapproprié, peut-être une manière aussi de les annoncer sur les 80 km/h, l'augmentation du gasoil et autres. Ça, c'est peut-être aussi le déclencheur, mais c'est quelque chose qui était latent, qui n'est pas lié uniquement à ce gouvernement. C'est peut-être des années, des décennies de non-réforme ou de réforme avortée. Donc que ça nous ait échappé, que ça couvait, tout le monde en était certainement conscient. Peut-être que la prise de conscience a sûrement été un peu tardive à mon sens. Et aujourd'hui, par contre, il faut absolument prendre la main sur ce débat-là, parce qu'on voit par contre, parfois, un petit peu de radicalisation. Ça peut arriver dans certaines zones où il y a peut-être moins de monde sur les ronds-points, mais ceux qui sont là sont très très motivés, avec les avantages et les inconvénients. Stéphane Lambert, ce débat, on voit bien, donc il génère des propositions. C'est tout l'objet maintenant de ce thème. Quelles sont les propositions, quelles sont vraiment les questions prioritaires aujourd'hui qui doivent remonter et être traitées en urgence selon vous et selon le mouvement des Gilets jaunes? Alors, quand on en parle entre nous, très clairement, il y a deux choses qui émergent. Il y a une demande basée sur le pouvoir d'achat, parce que très clairement, il y a une partie de nos concitoyens qui ne peuvent plus se rendre utiles, ou qui ne trouvent pas le moyen de s'y rendre utile, ou alors qui ont des accidents de vie et qui vivent des situations absolument déplorables. Donc il y a une urgence, clairement. Quand on arrive de l'étranger, j'ai été expatrié durant 10 ans, on se rend compte que le pays va extrêmement mal et qu'il est totalement anormal de voir autant de gens chez nous qui connaissent la faim, la précarité, ça fait mal au ventre. Donc il faut répondre à cette chose-là. En deuxième, il y a énormément de petites revendications. On ne pourra pas être unanime et être tous en accord par rapport à ces revendications. Donc on s'était demandé comment pourrait-on faire pour prendre la main sur notre destin, et donc est arrivé le RIC. Cette idée de permettre à la population, un peu comme en Suisse,
de pouvoir soumettre ses revendications ou ses idées ou ses demandes au consensus On rappelle le populaire, RIC, référendum d'initiative citoyenne. Tout à fait, aux gens de voter, parce que ça fait quand même un peu plus de 20 ans qu'on ne peut plus voter, que les gens qu'on élise ne tiennent pas leurs promesses, ou qui signent des choses sans nous en informer, qui font absolument ce qu'ils veulent. Et les 2 dernières fois où le peuple s'est vraiment exprimé, ça n'a pas été suivi des faits. Le référendum de 2005, la grande pétition du mariage pour tous, sans parler du contenu, on parle du processus démocratique, si vous voulez. Les processus étaient valides et ça n'a absolument pas été suivi des faits. Donc les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus la main du tout sur la façon dont on gère notre vivre ensemble. Ils voulaient reprendre la main sur cette chose-là. Alors plutôt que de lister 40, 50 revendications où on ne pourra pas être unanimement d'accord par rapport à ça, on voulait participer plus, nous voudrions participer plus aux décisions de notre pays pour notre vivre ensemble à nous. Donc il y a ces 2 choses-là en fait qui émergent très très fort dans les débats lorsqu'on en parle entre nous. Messieurs les maires, notamment Jean-Yves Lalanne à Bière, on entend bien ce souhait de démocratie participative. En même temps, on se rend compte, par exemple, les villes qui ont testé les budgets participatifs, les gens ne participent pas. Il n'y a pas une... Non, à Bière, on a justement lancé un budget participatif. Ça représente 50 000 euros d'investissement, 97 idées, 17 projets, chiffrés par les habitants et les services techniques en quelques semaines, et 1350 à l'échelle d'une ville comme Bière, 13 500 habitants, c'est assez significatif. Il n'y a que 100 villes en France sur 35 000 communes qui proposent des budgets participatifs, qui représentent à peu près 5% du budget d'investissement. Donc ces démarches-là sont novatrices, mais je pense qu'il ne faut pas être hors sujet, c'est-à-dire que ces démarches d'innovation sociale sont pratiquées, mais en l'occurrence, sur le sujet dont on parle, c'est que le gouvernement est interpellé pour ceux qui le concernent, c'est-à-dire que c'est au gouvernement de légiférer ou pas, avec les députés, sur la réforme fiscale ou pas, sur les augmentations de salaire ou pas, sur les différentes lois qu'il peut proposer. Et donc, il y a des revendications immédiates auxquelles il faut répondre. Si le gouvernement ne répond pas... Chacun son travail, quoi. Oui. Si on est interpellé en tant que maire sur le budget municipal et sur les projets, eh bien, on y répond ou pas. On a tendance à y répondre parce qu'il y a une démocratie justement de proximité. Mais là, un gouvernement qui est hyper centralisé, 5e République, détaché, parfois méprisant, on le dit souvent, trop, eh bien maintenant on doit changer. Et il faut non seulement écouter, mais entendre le mouvement. Sinon, on va vers de graves déconvenues. Et il y a quelques semaines, pour le gouvernement Macron, pour répondre. En Espagne, je donne souvent cet exemple-là. En Espagne, ils ont augmenté le SMIC de 20%. Ça ne règle pas tout, mais c'est quand même une avancée, parce qu'il y a un effet différé, un effet sur les salaires. Céline ça s'est fait en Espagne. Céline Israël, puisqu'on évoque aussi dans ce débat les problématiques de service public. Vous êtes à la tête d'une association en contact avec notamment les problématiques de santé. Quelles sont les propositions qui remontent de ces débats ? Alors, moi, je veux quand même réagir à ce que disait monsieur. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que on est sur une crise qui n'est pas la crise du gouvernement. Pour moi, je ne ressens pas du tout de mépris de la part du gouvernement. Je crois qu'on est sur une grave crise de la Ve République. C'est une crise de régime. Là, on regarde par le petit bout de la lorgnette cette histoire, mais ça fait, comme le disait monsieur tout à l'heure, ça fait très longtemps que ça dure. Et il y a une crise de la représentation, une crise de la démocratie, d'abord. Il se trouve que ça tombe maintenant sur ce gouvernement, mais il n'est pas responsable de tous les maux de la terre. Revenons sur les propositions qui ressortent en matière de santé, d'aménagement du territoire. Alors, la grosse problématique de santé, c'est qu'en fait, on est sur une sorte d'oxymore. On a d'un côté des gens qui veulent être de mieux en mieux soignés, ce qui est tout à fait légitime, et de l'autre côté des gens qui veulent avoir une médecine de plus en plus proche de chez elles. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins en France. Donc, le résultat est que ou vous acceptez d'aller dans les grandes métropoles pour vous faire soigner, à Bordeaux, à Toulouse, donc vous êtes loin de chez vous, et vous avez de l'excellence en médecine, ou vous avez la chance d'être soigné à côté de chez vous, mais vous n'avez pas le droit de demander d'avoir le même niveau de service public et d'excellence. Et en fait, on a envie d'avoir tous les deux. On a envie d'être soigné à côté de chez soi et d'avoir la meilleure médecine possible à côté de chez soi. C'est insoluble donc. C'est un peu insoluble. Et donc, on a imaginé à Rose, pendant notre grand débat, on a imaginé des tas de solutions qui sont des solutions parfois très pragmatiques. Moi, je crois beaucoup à l'innovation sociale. Vous parliez d'innovation sociale, là, on est d'accord. Et l'innovation sociale, en fait, elle vient dans des moments de vulnérabilité. Moi, dans mon association, j'accompagne tous les jours des femmes qui sont en position de cancer, qui sont donc extrêmement vulnérables. Aujourd'hui, notre démocratie, on est aussi en état de vulnérabilité, donc c'est le moment d'être innovant.
Et tout ce qui est remonté des propositions de grand débat étaient que des propositions innovantes qui étaient souvent frappées au coin du bon sens. Par exemple ? Alors par exemple, quand vous êtes soigné en cancérologie, de plus en plus vous êtes soigné en ambulatoire. Ça veut dire que vous entrez le matin, vous sortez le soir avec un sein en moins, souvent. Vous êtes soigné, vous allez des chimiothérapies, et puis vous rentrez chez vous, et vous êtes seul et vous êtes malade. Et pendant le grand débat, il y a une dame qui était venue avec son petit enfant et qui nous disait moi finalement, quand j'ai accouché, le soir je suis rentrée chez moi et le soir même j'avais l'appel d'une sage-femme qui m'a demandé est-ce que vous allez bien, est-ce que vous voulez que je passe. Elle a fait ça pendant une semaine. Elle a dit pourquoi vous faites pas ça en cancérologie, pourquoi les femmes qui sortent le soir de l'hôpital avec leur mastectomie et leur sang en moins, au lieu de rester toutes seules au moment d'enlever leur bandage, elles peuvent pas avoir un petit appel à un moment d'une infirmière formée en disant est-ce que vous voulez que je passe? C'est tout bête, mais je pense que ça peut fonctionner. C'est le grand débat en Nouvelle-Aquitaine, l'état des lieux, sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et sur cette radio France Bleu dans la région. On rappelle que nos invités sont Céline Lisraoux, la directrice de l'association Rose Up qui aide les femmes touchées par un cancer, Charles Daillot, le maire de Mont-de-Marsan, Jean-Yves Lalanne, le maire de Billère et Stéphane Lambert, gilet jaune du côté de Périgueux. Charles Daillot, est-ce qu'il n'y a pas des propositions qui sont un peu dans la contradiction? C'est-à-dire d'un côté payer moins d'impôts et en même temps avoir plus de services publics. Est-ce que cette contradiction-là n'apparaît pas de manière très très forte? Est-ce qu'il n'y a pas là une équation un peu insoluble? Payer moins d'impôts mais avoir plus de services publics, être plus écolo mais pas avoir la taxe carbone, oui, on peut avoir ces contradictions. Il ne faut pas se limiter à ça, je pense qu'il y a quand même... Moi, on a ouvert les cahiers de doléances, c'est plutôt des cahiers de propositions. Sur une ville de 36 000 habitants, j'ai une trentaine de pages. Je regardais un petit peu les doléances qui sont là. Au-delà de la colère qui est incontestable et puis qui s'appuie sur de vrais fondements, il y a parfois des propositions. Je crois qu'il faut quand même éviter de rentrer dans les mesures symboles. On parle de l'ISF, on parle aussi de la représentation nationale du nombre de députés et autres. Moi, je sais, par exemple, sur notre territoire, on a un député, peut-être qu'on pourra en avoir moins. Enfin, il a déjà un secteur très très vaste. Et si on ne veut pas que la représentation nationale soit déconnectée de la proximité, je ne suis pas certain qu'il faille non plus complètement tout détricoter. Je me méfie des mesures symboles. Après, le RIC, oui, mais enfin, le RIC doit être cadré. On a une constitution qui est fine, qui ne peut pas être détricotée, et voilà, tout ne peut pas être débattu. Stéphane Lambert, sur cet aspect un peu de contradiction, payer moins d'impôts, mais avoir plus de services publics, donc il faut bien financer tout ça. Vous contestez ça? C'est un faux débat, un enfumage et un piège. Tout ne se réduit pas à faut-il mettre plus de taxes et que doit-on sacrifier. La moitié de notre budget est vampirisée par la dette. Je souhaiterais que l'on parle de la dette. Quelles sont ces machines qui nous prennent notre argent? À qui appartiennent-elles? Pourquoi ce serait à nous de nous priver pour payer des intérêts sur des choses qu'on décide des gens sans notre accord? Si l'on se pose ces questions, les moyens de financement apparaissent. Je souhaiterais d'ailleurs que ces choses-là apparaissent dans le grand débat, parce que quand on va sur le site web, qu'on prend les formulaires, ce n'est pas du tout possible de le mettre en place. Tout se réduit à quelle taxe faut-il augmenter, quel service public faut-il diminuer, et nous perdons de vue cette chose-là. Elle est quand même extrêmement importante. Les employeurs de ceux qui nous dirigent, ou les ex-employeurs de ceux qui nous dirigent, malheureusement, sont impliqués, et il faudrait qu'on en parle un petit peu plus. Il nous reste 4 minutes dans cette émission. Un tour de table pour voir de quelle manière toutes ces demandes doivent être traitées aujourd'hui, désormais selon vous. Il y a actuellement 560 000 contributions sur la plateforme qui a été ouverte pour le grand débat national. Donc que doit-on faire aujourd'hui de ces propositions dans les semaines qui viennent? Tout cela pourquoi en fait? Mais c'est bien, c'est positif. Les propositions, c'est positif. Après, diriger un pays, c'est une grande complexité. Quand même. On se demande comment on est arrivé là. Comment peut-on demander à des gens lambda de balancer des bouteilles à la mer pour donner des idées à des personnes qui sont censées nous diriger? Quelle est cette espèce d'amateurisme total et ambiant qu'on constate dans cette chose-là? Et surtout, pourquoi les questions qui sont vraiment importantes ne fonctionnent plus? On a l'impression d'un délitement de services publics et se désengage des zones rurales, de gens livrés à eux-mêmes, de personnes qui ont faim, qui n'ont plus de subventions. Et en même temps, on va aller chez Hanouna ou demander à la personne du café du commerce de faire une petite liste pour envoyer au gouvernement. Où va-t-on, franchement? Mais quel amateurisme! Cette idée de référendum, ça peut être la manière de clore ce grand débat national, Jean-Yves Lalanne? Oui, mais le référendum ne devra pas être un acte de confusion. Et je pense qu'il faut différencier la TVA, les taxes et l'impôt. Moi, je suis pour baisser la TVA, parce que n'importe qui la paye, quel que soit le revenu. Par contre, il faut mieux d'impôts. Et ça veut dire qu'il faut une réforme fiscale. Mais il n'y a que le gouvernement et la majorité à l'Assemblée, les députés, quelle que soit d'ailleurs leur position.
qui doivent voter une réforme fiscale. On parle et on retrouve ça dans les cahiers de doléances, des propositions de réforme fiscale avec plus de tranches, un impôt plus progressif. C'est cela qu'il faut faire et éviter cet enfumage qui consiste à dire que les gens veulent payer moins d'impôts. Moi, je veux payer plus d'impôts. Mais ça dépend comment, effectivement, ma tranche est considérée. Il faut une réforme fiscale. Et là, encore une fois, c'est un chantier gouvernemental auquel le gouvernement Macron devra répondre. Céline Lisraoux, en 1 minute pour conclure. Aujourd'hui, à ce stade-là, qu'est-ce qui serait un échec et qu'est-ce qui serait en fait une réussite après tous ces débats? Moi, je trouve que le mouvement utopique vers lequel on tend, c'est déjà une réussite. Je pense qu'on discute, je pense que les gens se réunissent le week-end, ils font parfois des kilomètres pour être autour d'une table et proposer des choses. Et moi, en tant que démocrate, je trouve que c'est extraordinaire. Tous les deux, vous avez employé le mot enfumage. J'aime pas ce mot-là, parce que c'est jamais de la fumée qui sort de la confrontation démocratique. C'est toujours de l'intelligence collective. Et c'est avec cette intelligence collective qu'on fera avancer les choses. Il faut qu'elle existe. Et ensuite, vous dites c'est une bouteille à la mer. Moi qui suis directrice d'une association, tous les jours, on se bat pour les droits, des malades en l'occurrence, mais les droits de tout le monde. On a pu, il y a 4 ans, faire passer une loi sur le droit à l'oubli pour les malades de cancer Vous ne méprisez pas vos membres, vous ne les insultez pas, vous travaillez avec eux, c'est très différent. Mais qui vous insulte, monsieur ? Nous sommes des feignants, des mendiants, nous ne revons que de l'argent. La réponse est quand même extrêmement violente. Pour conclure, on va donner la parole également à Charles Darriot pour conclure, parce que c'est la fin de cette émission. Comment est-ce que l'on sort de ce grand débat pour que les choses soient positives et qu'il en ressorte quelque chose d'intelligent ? Alors déjà, 2 choses. 1, coupler un référendum, oui, pourquoi pas le coupler avec les élections européennes, parce que ça, je pense que ce serait une confusion. Il y a un chantier qui est l'Europe et un enjeu particulièrement important, on voit bien avec ce qui se passe en dehors de nos frontières. Je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation de la Turquie ou de l'Italie. Donc c'est bien dissocier les deux. Et en ce qui concerne les référendums, je pense que c'est des choses, nous, en proximité, on a des choses à faire remonter, bien évidemment, auprès de nos députés et autres. Et puis, les maires que nous sommes, on peut aussi participer à des services de proximité, à aller au plus... Il y a une fracture territoriale sur ce sujet-là, c'est à nous de la combler. Merci, madame, messieurs, merci. C'est la fin de cette édition spéciale, le grand débat en Nouvelle-Aquitaine, état des lieux. Dans quelques instants, la suite de nos programmes. Excellente après-midi. Merci.